Bonjour, bienvenue sur La Bulle, le format de podcast de Télé Sorbonne. Le sujet du jour, le féminisme. On va parler des femmes, des uns, des autres et discuter de tout ça. Du coup, on ressent le besoin d'en parler parce que on est 4 autour de cette table. Donc déjà, on va commencer par se présenter. Pauline, je t'en prie. Du coup, je m'appelle Pauline, tu l'as un peu dit. Du coup, j'ai 21 ans et je suis étudiante. Et je suis ici pour parler du coup du féminisme, comme vous l'avez compris. Parce que c'est important pour moi en tant que femme, en tant qu'étudiante. Et voilà, je vais laisser la parole à Maëlys. Bonjour, je m'appelle Maëlys, j'ai 17 ans, bientôt 18. Et je suis là pour parler du féminisme car pour moi c'est un gros aspect de mon identité et j'adore toujours en parler. Donc voilà, je laisse la parole à Maë. Enchantée, je m'appelle Maë. J'étudie du coup à la Sorbonne depuis un an. Et je suis ici pour parler en fait, de quelque chose qui me tient énormément à cœur, puisque que ce soit le féminisme ou la lutte intersectionnelle, c'est quelque chose qui va beaucoup rythmer mon quotidien, parce qu'on y est confronté à chaque jour de notre existence et dans tous les aspects en fait, de notre vie, que ce soit du point de vue scolaire, du point de vue professionnel et aussi dans la vie personnelle. Et, est-ce que juste tu peux définir l'intersectionnalité du coup ? L'intersectionnalité, c'est le fait de prendre en compte toutes les minorités au sein d'une même lutte. Donc là, le féminisme, donc de prendre en compte les femmes musulmanes, les personnes non-binaires aussi assignées féminin à la naissance, les femmes trans, les personnes qui sont issues de minorités religieuses et culturelles, et de prendre en compte en fait cette double discrimination qui peut en fait entraver ces personnes-là, et de le prendre vraiment en compte dans la lutte féministe. Ok. Et moi, c'est Mathilde, je suis étudiante à la Sorbonne aussi et j'ai 21 ans. Du coup, la première question, c'est quand est-ce qu'on a été sensibilisé au féminisme ? Quel est notre rapport au féminisme aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut parler d'éveil féministe ? Et comment on s'approprie le féminisme aujourd'hui ? Du coup, est-ce que quelqu'un veut commencer ? Oui, en soi, je peux. Ok, je t'en prie, Maë. Donc, il y a une dizaine d'années, je ne connaissais pas vraiment le terme de féminisme. Donc, tout tournait autour des questions d'égalité entre les enfants qu'on était, etc. J'ai toujours eu des commentaires sur mon comportement, ma manière de m'habiller, ma façon de parler, qui étaient jugés un peu trop éloignés des attentes qu'on se fait du genre féminin. Je détestais aussi qu'on me contredise déjà à cette époque. Alors, quand on me sortait la liste des choses que je pouvais et devais faire, ça me donnait des poussées de colère en disant oui, tu peux pas faire ça parce que t'es une fille, etc. Tu dois te comporter de telle manière, tu dois être plus douce, etc. Et je me disais mais non, c'est pas qui je suis, et je vois pas pourquoi mon genre ou mon sexe de naissance devrait décider de ça à ma place. Donc j'ai pas eu vraiment d'éveil, juste c'est un peu cette quête de l'égalité qui m'a poussée en fait à me reconnaître dans cette lutte-là. Donc voilà. Okay. Et pour vous, du coup ? Moi, je vais pas dire que j'ai toujours eu un esprit féministe, parce que forcément quand on est petite, on est un peu conditionné, comme tu l'as dit. Mais après, quand j'ai commencé à grandir, même en primaire, je sais que c'est vraiment un exemple tout bête, mais en primaire, quand les profs disent j'ai besoin d'un garçon fort pour aller chercher des livres ou pour aller chercher des tables ou des chaises, moi je levais la main, en fait je m'en fous, en fait moi mimi. Non mais je suis désolée, mais je peux porter une pile de livres, voilà, c'est pas parce que je suis une fille que je suis moins, voilà, on n'est pas bonne à ramasser des pâquerettes. Voilà, et donc du coup pour moi c'était quand même une question de bon sens, quand même un âge assez jeune. Et après le terme féminisme, le mouvement féministe en tout cas, je pense que je l'ai découvert vers la fin du collège, parce qu'il y a eu un peu ça a commencé à être beaucoup représenté sur les réseaux sociaux vers cette période-là. Et après, du coup, au fur et à mesure, je me suis plus éduquée sur le sujet. Et aussi parce que forcément, quand on grandit, on rentre plus dans le monde, dans la société, et on se rend compte... T'as pas le choix, en fait, voilà, de t'en rendre compte, ouais. On se rend compte que cette société, elle est grave patriarcale, en tout cas la nôtre. Et du coup, tu grandis, tu te rends compte de certaines choses, et du coup, t'as envie que ça s'arrête, en fait. Et voilà, j'ai commencé à m'éduquer sur le sujet. Il y a aussi beaucoup la littérature qui m'a aidée aussi. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Et voilà, donc c'était pas un éveil soudain, c'était juste moi qui a grandi
et qui supportent pas l'injustice. Et du coup, bah, voilà, ça s'est fait naturellement, quoi. Ouais, je comprends. Ok. Moi, je pense que je peux pas parler d'un éveil parce que je pense que j'ai eu une chance de grandir dans une famille avec ma mère qui m'a toujours dit depuis vraiment toute petite, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire n'importe quel métier. Donc moi, vraiment, inconsciemment, dans ma tête, tout le monde était égaux, voilà, ou homme, noir, ou blanc, n'importe qui, je pouvais faire tout ce que je veux. Et même maintenant, quand je me dis, ah oui, bah, peut-être que je vais faire médecin, même si c'est un peu improbable vu ma licence, mais je me dis toujours que c'est possible, quoi. Mais je pense que vraiment, ma première interaction avec la notion de féminisme, je pense que c'était à la suite de moi et ma mère en train de regarder un documentaire d'une actrice qui s'appelle Rose McGowan, si je me rappelle bien. C'est une actrice dans Charmed, je sais pas si vous voyez c'est quoi la série Charmed. Je vois la série série avec les sorcières. sorcières, voilà. Ouais. Et donc elle a été victime je sais plus comment il s'appelle, alors le réalisateur de cinéma Harvey Weinstein. Ah ouais, Donc c'est putain. vraiment la grosse figure, Ouais, on oui. te déteste de MeToo. Et donc ce documentaire m'a choquée et vraiment bouleversée de vivre presque avec elle son expérience et même toutes les expériences des femmes qu'elle interviewait derrière. Et je me rappelle très bien, je me suis retournée vers ma mère à la fin du documentaire et je lui ai dit « Est-ce que toi, t'es féministe ?» Et elle me dit « Bah non ». Et là, choc, j'ai pas compris. Mon cerveau de 12 ans me dit « Comment ça, t'es Comment une ça femme, tu dois être féministe, c'est normal ». Elle m'a dit « Pas du tout, moi je suis pas féministe ». Et depuis, vraiment, ce moment-là, c'est le point de non-retour où je me suis dit « Moi, je suis féministe, je dois l'être ». J'ai fait vraiment presque tous mes oraux dessus, sur le féminisme. Et depuis ce moment-là, je suis vraiment passionnée par le féminisme et c'est juste une valeur qui est vraiment ancrée dans mon identité maintenant. Voilà. Ben, je me rends compte que moi, je suis devenue féministe, entre guillemets, hyper tard par rapport à vous. C'est vrai ? Ouais, quand j'étais enfant, je pensais pas du tout à ça. Après, j'ai grandi, j'ai 3 grandes sœurs. Du coup, je pense que j'ai pas ressenti l'éducation genrée, on va dire. En tout cas, j'ai pas vu la différence avec un garçon. Donc ça, aujourd'hui, j'en suis très reconnaissante. Et pour vous dire, j'ai fait mon TPE en première, c'était sur l'émancipation de la femme par l'écriture. Mais j'étais pas encore féministe à cette époque-là. Genre, ça m'a pas particulièrement parlé en tant que femme, à me dire ouais, c'est important et tout. C'est venu après, donc vraiment genre terminale, licence, je pense. Ouais. Donc ouais, super tard. Et je me rappelle aussi, quand on parle de rapport au féminisme, du coup, donc je sais plus trop comment c'est venu. Mais je me rappelle que j'ai eu une phase où, après m'être dit, vas-y, je suis féministe, etc., ça y est, enfin, je me suis dit, en fait, non, je suis pas féministe, parce que pour moi, être féministe, ça revenait à acter le fait que l'homme et la femme sont pas égaux dans la société. Ouais. Et j'étais en mode, non, l'homme et la femme, c'est égal, c'est la même chose, il n'y a pas, nan. Ce qui est vrai dans l'absolu, mais dans la société, bah non, c'est pas le cas. Du coup, j'ai eu ce petit sursaut dans mon féminisme, on va dire. Et aujourd'hui, c'est bon, je suis bien là. En même temps, t'es autour de cette table, donc vaut mieux que Ouais. tu sois dedans. Non, quoi. franchement, aujourd'hui, je me bats tous les jours, tu vois. C'est vrai que c'est rare de se rendre compte de la différence entre les personnes qui vont avoir cet éveil assez tôt et des personnes pour qui c'est extrêmement récent, et c'est comme ça pour plein de choses, et je trouve ça assez marrant. Donc c'est vrai que je m'y attendais absolument pas. Bah, moi non plus, franchement, quand vous me parlez de 12 ans et tout, je suis là, mais waouh, moi à cette époque-là, je pensais tellement pas à ça, c'est Ah, ouf, mais quoi. moi, j'y pensais pas. Enfin, je voyais certaines choses, mais c'était pas quelque chose que... Enfin, voilà, j'avais 12 ans, j'étais encore une enfant, donc en fait, moi, je vivais dans mon monde d'enfant, entre guillemets. Ouais. Et du coup, je réfléchissais pas tellement à ça. Ouais. Mais c'est comme j'ai dit, enfin, je me suis vraiment dit, là, il faut que je commence à faire quelque chose. Au lycée, enfin, genre, même Ouais. fin lycée, j'ai Oui, commencé à un peu être plus engagée et peut-être militante. Parce que tu peux être féministe et pas vraiment militante, Ouais, juste oui, voilà, clairement, dans ouais, l'idée. Ouais. Mais dans Enfin, l'action. dans l'idée, dans le quotidien quand même. Oui, ouais, voilà. Parce que t'es pas forcément militante, mais tu peux quand même te battre au quotidien Oui, oui. chez toi. Oui, tu vois. voilà, exactement. Mais oui, ouais. Et, Ouais, ton échelle. et du coup, en tout cas, me battre par des actions pour le féminisme, ça j'ai commencé au lycée, quoi. Donc c'était juste, juste un petit éveil. Je me suis Ouais. rendu compte de certaines choses au collège, voilà. Mais sinon,
Bah, je pense qu'en vrai, c'est plus une chance que j'ai eue dans le sens où j'ai été énormément entourée de femmes dans ma vie. Et du coup, j'ai pas eu à... Enfin, ouais, c'est ça, en fait. J'ai eu le privilège de pas avoir à y penser plus tôt, tu vois. Ouais, bah, Et maintenant, quand j'y pense, je vois rétrospectivement que si, bien sûr, il y avait des problèmes. Mais sur le coup, c'était OK, tu vois. moi c'est pareil. J'ai une grande sœur et j'ai ma mère et j'ai qu'un frère. Et après, quand j'avais 10 ans, mes parents ont divorcé. Du coup, je suis tout le temps restée avec ma mère, ma sœur, et après, il y avait mon frère. Mais du coup, il y avait quand même une majorité féminine dans la maison. Et du coup, je pense que c'est peut-être ça aussi qui a fait que... Mais je trouve aussi que c'est intéressant de voir, par rapport à toutes nos expériences, que ça reflète vraiment comment on a été éduqués, par exemple. Tu as dit que tu as été avec tes 3 grandes sœurs. Bah, ça montre que tu n'avais pas besoin de réfléchir directement à l'égalité entre hommes et femmes. Et que par exemple, moi, quand je dis j'ai l'impression que vraiment depuis toute petite, inconsciemment, j'ai été féministe, c'est juste que ma mère m'a dit tu fais ce que tu veux. Et en même temps que en tant que femme noire, il y a un moment où tu te rends. On a l'impression que tu te rends plus facilement compte des inégalités, entre guillemets, dans le monde. Normal. Et que, donc, par exemple, le sujet féminisme, racisme ou quelque chose comme ça, je me rends compte beaucoup plus tôt que les autres et j'en parle beaucoup plus tôt que les autres. Et donc, ça reflète vraiment comment l'éducation peut affecter comment on va réfléchir, comment on va s'entretenir avec le monde et comment notre première interaction va être vraiment influencée par notre éducation. Et même juste par tous les aspects qui composent notre vie, quoi. Voilà. Bah, pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, etc., ça me rappelle un peu une anecdote qui s'est passée, je devais être en primaire. Il fallait acheter des vêtements de sport et je voulais absolument du bleu et du rouge parce que c'était mes couleurs préférées. Et sauf que les vêtements de sport, les Domios là, que tout le monde avait, il y avait le vert, le rose clair et du bleu clair pour les filles. Et moi, j'aimais trop les bandes qu'il y avait sur les vêtements des garçons, mais juste parce que je trouvais ça beau. Donc non seulement c'était mes couleurs préférées parce que j'en voulais un rouge, mais la bande, je la trouvais trop belle. Et du coup, j'ai dû asséner ma mère pour qu'elle puisse me prendre ceux-là. Donc je les ai eus, évidemment, parce que je suis un enfant capricieux. Mais je me rendais pas compte que ça pouvait poser un problème ou quoi que ce soit, parce que quand je suis arrivée à l'école du coup avec cet ensemble-là, j'ai eu des commentaires en mode oui mais c'est pour les garçons, pourquoi t'as pris cela et tout. T'étais en primaire? J'étais en primaire. Ouais, le pire. Donc par d'autres enfants. Vraiment garçon fille quoi. Ouais. C'est ça, par des enfants eux-mêmes. Et même mon institutrice à un moment donné, parce que j'avais les cheveux courts déjà à l'époque, et j'avais souvent des nattes collées du coup. Et une fois, c'était à la piscine, j'avais un kawaii rouge parce que j'avais un kawaii rouge, enfin c'était un kawaii quoi. On est des enfants et on avait des vestiaires. Tu peux aller à la piscine en kawaii. Hein. On avait des vestiaires genrés séparés par un rideau. Et parce qu'on était tous petits, donc ça posait pas de problème. Et elle me regarde et elle me dit non mais les garçons c'est là-bas. Je les regarde comme ça et je suis en mode mais je suis pas un garçon. Mais c'est quoi ah pardon. C'est quoi ce qu'il... Je sais pas, j'avais juste ma capuche et un petit kawaii rouge. Comment détermine que t'es un garçon? Mais si j'avais mon jogging de Décathlon, là le noir en fait ce défi était gris et le mien était noir. Ah oui mais est-ce que c'est le combo genre ouais, le cheveux courts machin, elle s'est dit vas-y. Oui, c'est ça, et j'ai pas trop compris. Parce que je présentais pas en fait des traits caractéristiques mais j'ai eu la même la fille tout en rose, en violet, etc. Parce que j'adorais le violet déjà à cette époque-là, mais je le portais pas plus que ça. Je kiffais le rouge, j'aimais la bande sur ce maillot-là, et je le voulais parce que je le trouvais beau. Donc je comprends tout à fait ce clivage qu'il y avait déjà quand on était gamin. Et c'est vrai que en fonction de comment t'as vécu ta vie, tu peux moins le ressentir en fait. C'est que moi j'y étais confrontée vraiment de front, vraiment de me dire non mais les garçons c'est là-bas, et me dire mais je suis pas censée aller là-bas. Et voilà. Ah mais c'est marrant parce que pareil en 6e je crois, fin 6e, je me suis coupé les cheveux à la garçonne bien évidemment. J'avais jamais remarqué qu'on disait ça en plus. Et j'ai eu des trucs comme ça aussi, on me prenait pour un garçon et tout, et je le prenais super mal, en mode petite meuf de 6e hyper énervée et tout. Et j'ai jamais relié ça au féminisme. Enfin, dans ma tête, à cette époque-là, c'était pas du tout... tu vois, c'était juste en mode, non, je suis une fille, quoi. Mais ouais bref, marrant. Mais en parlant de tout ce qui est vêtements genrés, etc., cet été, j'ai travaillé dans un centre de loisirs et je m'occupais des 2-3 ans. Et en fait, du coup, j'avais une binôme. Bon, c'était une boomer, très clairement, elle avait la quarantaine. Et du coup, je blâme un peu ça sur l'âge et le fait que c'est une boomer, parce que voilà.
Mais du coup, un moment, il y avait un petit garçon de 3 ans. On devait faire une sortie. Et en fait, ses parents avaient oublié de lui donner une veste. Sauf qu'il faut toujours une veste pour des petits de 3 ans, quoi, forcément. Et en fait, du coup, nous, on avait une armoire avec des vêtements qu'on avait récupérés. Donc, soit pour les filles, soit pour les garçons. Et en fait, elle m'a dit, va lui chercher un gilet, je vais m'occuper d'eux. Du coup, je vais dans l'armoire, je vais chercher un gilet pour le garçon. Et en fait, il n'y avait pas de gilet. Du coup, je me dis, je vais dans le rayon filles. Enfin, de toute façon, on s'en fout. C'est juste pour pas qu'il ait froid. En fait, on n'est pas là pour qu'il soit beau, le petit garçon. Et si tu dis peut être très beau avec une veste de fille. Exactement. Une veste de fille, entre grosses guillemets, on est bien d'accord. Oui, voilà. Et du coup, je me dis, je vais dans le rayon filles. Et du coup, je prends un gilet gris. Enfin, vraiment, c'était pas rose, petite fleur, petite princesse. Non, c'était juste gris. Il y avait des petites... je sais pas si vous voyez, mais des fois, dans la laine des gilets, il y a des petits fils argentés ou dorés ou des trucs comme ça. Et il y avait des petits fils argentés. Mais enfin, ça m'est pas passé par la tête de me dire ça pose problème. À aucun moment, je me suis dit ça. Du coup, je l'ai pris, je l'ai ramené. Et là, ma binôme me dit, mais c'est un gilet de fille. Je lui dis, mais. Et le petit garçon, il a dit un truc ou pas? Mais pas du tout. Ça, c'est trop cool. Mais c'est ça, en fait, en fait, c'est ça qui m'a dérangée, parce que quand ils ont 3 ans, ils sont super jeunes. Tout ce que tu dis, ils vont l'enregistrer. Ouais. Et du coup, les petits garçons et même les petites filles, quand tu leur mettais des fringues de garçons ou de filles, ils s'en foutaient. Enfin, eux, c'est juste si tu leur donnes un gilet, le mettre en barre, tu vois. Et du coup, ça c'était vraiment quelque chose qui m'avait dérangée, parce que même ces centres de loisirs-là, les enfants, ils sont là pour s'amuser et pour se découvrir et pour découvrir des choses. Et on genre tout, même les toilettes, c'était les garçons là, les filles là, alors qu'ils savent, ils regardent pas, il y a rien, tu vois. C'est juste des petits corps de 3 ans, tu vois, et puis ils s'en foutent. Ouais. Et du coup, ça m'avait super dérangée. Je me disais, mais en fait, on n'est pas conscient on met nos enfants là, et on se dit, ils vont s'amuser, etc. Mais en fait, il y a tout un truc derrière. Ouais, et puis tu te dis, toute l'éducation que tu leur donnes chez toi, ça va... Oui, voilà, exactement. Juste quoi. Pour un gilet ou... c'était... Ouais. Ça m'a vraiment marqué, ça, d'ailleurs. On va passer à la seconde question, si ça vous va. Ouais. Oh, ouais. La seconde question, du coup, c'est comment est-ce que notre féminisme a évolué et continue d'évoluer? Est-ce qu'il nous a fait grandir? Et qu'est-ce que c'est, finalement, le féminisme pour nous? Quelqu'un veut commencer? Ouais, je peux commencer, parce que pour rebondir un peu sur ce que tu disais sur le centre de loisirs, c'est un peu ce que j'aimerais atteindre en fait dans cette lutte féministe, c'est de déconstruire en fait pierre par pierre le patriarcat et ces stigmates en fait qui sont associés au genre, etc. Parce que déjà, comme tu l'as dit, ça sert à rien, surtout avec des enfants de 3 ans, vraiment ça leur passe à 10 milieux au-dessus de la tête, littéralement, ils font 1m2. Donc voilà, c'est un peu une quête de l'idéal en fait. Donc je sais que je suis quelqu'un de très idéaliste, très utopiste même, et ça, c'est un peu un de mes défauts. Moi aussi, t'inquiète pas. Il faut, parce que sinon... Mais en vrai, c'est super. Tu t'en sors pas. Ouais, c'est ça. Donc je l'associe un petit peu à un défaut, parce que on est vite déçu en fait du monde réel, et ça fait des névroses. donc voilà. Donc oui, c'est déconstruire et en fait pour... accéder en fait à une société où les hommes, les femmes, tout le monde en fait n'aura pas besoin de se battre pour se faire une place et juste être comme il a envie d'être, de pas se poser 12 milliards de questions. Oui, je vais à un entretien d'embauche, est-ce que je peux m'habiller comme ça parce que mon genre est tel ou quoi? Et de pas se poser la question un matin, de se dire oui, si je vais pas maquiller, je sais pas, un mariage en étant assignée féminin à la naissance, de se dire oui, je peux pas aller à un mariage sans être maquillée parce que ça va faire négliger, tandis que une personne née homme, on lui dira absolument rien s'il n'est pas maquillé le jour d'un mariage. C'est l'inverse plutôt même. Ouais. Donc voilà, donc s'il vient justement maquiller le jour d'un mariage, on va lui dire mais t'abuses, enfin ici on n'est pas, je ne sais où, je sais pas. C'est pas toi la mariée. Donc voilà, donc ce genre de réflexions qui font que on va toujours avoir besoin de se poser 1 milliard de questions, d'appréhender en fait le monde extérieur, et parfois c'est juste ça angoisse énormément de gens. Donc même pour quelqu'un de cisgenre, ça peut juste être angoissant d'être asséné de questions par surtout la famille, un groupe d'amis assez restreint, etc. Et pour les personnes qui sont pas cisgenres, pour les personnes transgenres, c'est encore pire, quoi. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que c'est vraiment une notion que j'ai apprise pendant le confinement, à quel point c'était important pour presque tous les mouvements sociaux, presque tous les problèmes sociaux,
à quel point il était important de vraiment désapprendre, pouvoir apprendre et mieux réapprendre. Parce que, anecdote, pendant le confinement, et je pense que vous savez tous qu'il y a eu la mort de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter a pris vraiment une ampleur internationale. Et vraiment internationale. Et c'est peut-être bête à dire, mais cette mort, la mort de George Floyd m'a vraiment marqué à un point où ça m'a vraiment presque traumatisée, parce que c'est vraiment l'événement qui m'a fait réfléchir, me dit « Oh merde, je suis noire, je vis dans cette société en tant que femme noire. » Et à partir de ce moment-là, j'ai été tétanisée dans le sens « Oh, je vais sortir, oh, on va me voir en tant que personne noire, oh, ça va pas, oh, je suis une femme en plus. » Donc, tu t'es sentie en danger, Vraiment, je me suis sentie en danger. Je sortais, je voyais... En plus, j'habite presque à côté d'un commissariat. Donc, je voyais les policiers, j'étais vraiment pas bien. Oui, j'étais vraiment pas bien. J'ai coupé vraiment la communication avec mes amis. Moi qui étais... vraiment très communicative, qui appelait tout le temps mes amis pour dire hey, salut, ça va, comment... J'ai tout coupé. Pendant 1 mois, je me suis dit, ok, introspection sur toi-même, Maëlys. Un moment, c'était vraiment un moment où je me suis dit, ok, waouh, tu vas vraiment grandir et essayer d'être vulnérable intellectuellement, dans le sens où, même en tant que femme noire, bizarrement, je ne savais pas que j'étais une femme noire, où je me vivais en me disant, oh, comme je l'ai dit au début, je m'en fiche de t'es noir, t'es blanc, t'es femme, t'es homme. Tellement ça a été inconsciemment ancré dans ma tête, j'avais pas conscience de ça. Et donc là, je me suis dit, ok, il faut vraiment que j'accepte d'être vulnérable intellectuellement, vraiment dire, oui, je vais réapprendre ce que ça fait, enfin, l'histoire des personnes noires, l'histoire des femmes aussi, et l'histoire de l'intersectionnalité, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, que, à chaque fois dans l'histoire, on se dit « Ah, ok, il y a eu cette histoire des États-Unis. » Mais dans l'histoire des États-Unis, par exemple, il y a l'histoire des personnes queer aux États-Unis, l'histoire des personnes noires aux États-Unis. Et on ne se dit pas que l'histoire en tant que sujet, c'est vraiment la combinaison de plusieurs petites entités, plusieurs petites perspectives et plusieurs vies qui juste ont des liens ensemble. Et donc c'est pour ça que je voulais vraiment rebondir sur ça, parce que pour moi le féminisme maintenant, il doit essayer de désapprendre tout ce qui compose un peu le féminisme mainstream qu'on voit. Et du coup c'est pour ça que je voulais vraiment rebondir sur ce que tu disais, Maë, parce que pour moi le féminisme il doit vraiment évoluer dans le sens où il faut qu'on devienne vraiment vulnérable intellectuellement, en disant non, le féminisme qu'on voit à la télé, il est vraiment mainstream. On voit que des... Bon, j'ai pas envie d'être en train de discriminer les gens, mais le féminisme qu'on voit à la télé, il est vraiment très blanc, très femmes qui sont aisées financièrement, qui ont vraiment la seule lutte qu'elles veulent, c'est ah oui, on veut juste avoir les mêmes salaires que les personnes, enfin les hommes au boulot, et juste ça. Je comprends que c'est une partie importante dans la lutte féministe, mais pensez qu'il n'y a pas que ça, quoi. Oui, voilà, pensez aux femmes noires, pensez aux femmes juste racisées, les femmes même pauvres, les SDF, est-ce qu'on en parle ou pas? C'est vrai, parce que là, les questions du salaire, elles leur passent à 1000 lieues au-dessus de la tête, en fait. Mais complètement. Donc, surtout que c'est vraiment que la surface, quoi. C'est ça, tellement de trucs derrière. Ouais. Bref. Mais je comprends tout à fait. Mais du coup, moi, vu que là, t'as parlé du fait que le féminisme mainstream, c'est vraiment... c'est même eurocentré ou centré sur l'Occident, c'est surtout en France aussi, du coup, c'est vraiment hétérocentré aussi, je trouve. Et du coup c'est là où moi aussi je me suis dit tout ce que en plus c'était il y a quelques années vraiment, mais tout ce que je savais sur le féminisme, c'est un peu nul, parce que c'est vraiment 1% de ce que c'est le féminisme en vrai. Ouais, mais dis-toi que c'est une porte d'entrée. Faut pas le voir en négatif. Ah non, oui, clairement. On va être obligé de passer par là, tu vois. Ouais, mais du coup... En tout cas, nous. Ouais, mais du coup, nous... moi, ça m'a un peu saoulée de me dire que c'est toutes ces parties-là du féminisme et toutes ces minorités qu'il faut aussi... qui rentrent aussi dans le féminisme, en fait, sont pas du tout représentées. Et en fait, c'est fou je pense que c'est fou qu'on doive vraiment creuser
et vraiment, comme tu as dit, se rendre vulnérable intellectuellement. Ça, je trouve que c'est toujours une bonne chose en fait dans plein d'autres... voilà. Mais je pense que c'est fou qu'on doive faire ça pour vraiment se rendre compte de quoi il s'agit en fait par rapport au féminisme. Ça me fait penser à la sororité, ce que tu dis, dans le sens où on oublie la plupart de nos sœurs en fait dans le féminisme, où on est en mode on est sœurs, mais en fait on est juste blanche bourgeoise tunées, on fait notre vie et tout, mais en fait on oublie les 3/4 de nos sœurs. Et du coup ça, je dirais que c'est aussi quelque chose qui a beaucoup évolué dans mon féminisme. C'est qu'au début ça portait que sur mon rapport aux hommes et en mode la confrontation, l'opposition, machin. Pareil. Et en fait, je me suis rendu compte que on oubliait les femmes dans le féminisme souvent, et que c'était vachement opposition hommes-femmes, mais pas trop tisser des liens entre nous. Et on va pas se mentir, on a toujours été éduqués dans la rivalité féminine, il faut plaire, il faut juger les filles, quand on arrive on se parle mal, machin. Et du coup, ça c'est vraiment un truc auquel je tiens énormément aujourd'hui, et qui est, je trouve, difficile à mettre en pratique, parce que c'est vraiment ancré très profond. Mais je pense que c'est un de mes premiers combats aujourd'hui dans le féminisme. Par exemple, si tu prends l'exemple des TERF, qui exclut totalement toute une part en fait de femmes, donc en soi les femmes trans, qui ne considèrent pas les femmes trans comme étant des femmes, et du coup c'est un peu un frein en fait à la lutte féministe, je trouve. Ouais. Carrément. Parce que le fait d'exclure déjà une minorité, c'est pas le but. On est là pour s'entraider en fait. Le fait qu'on soit autant, c'est aussi une force. Donc pourquoi se chamailler entre communautés pour quelque chose? C'est même pas se chamailler là, c'est... Oui. J'avais regardé une vidéo sur YouTube justement d'une femme trans qui parlait de ça, qui retraçait un peu l'histoire de... Je sais pas comment dire, mais qui retraçait cette histoire. Et elle racontait que y avait des mouvements aux États-Unis où genre ça consistait à juste aller casser la gueule et buter des femmes trans, tu vois. On a eu aussi c'est pas en que France, du chamaillement quoi, c'est vraiment genre des assassinats. Oui, il y en a eu en France en fait, en génocide, passant par en fait. les sites de rencontres où il y a des personnes sciemment, elles allaient dater des personnes trans et arriver en groupe en fait au rendez-vous et s'amuser tout juste à tabasser ces personnes-là. Ça s'applique autant aux personnes homosexuelles qu'aux trans, mais il y en a eu en France et je trouve ça juste aberrant. Parce que même sur ce genre de choses où finalement tu penses parler avec quelqu'un de fort sympathique, tu te retrouves en fait tout simplement en danger, potentiellement en danger de mort, et la lutte devrait aussi inclure ce genre de choses à mes yeux. Ouais, c'est clair. Puisque c'est cette mise en danger en fait qui fait que on est tous exposés, on est tous et toutes exposés, et on ne devrait pas en fait se scinder dans cette lutte-là. Ça nous amène à notre dernière question, qui est comment est-ce que du coup nous quatre, comme on a pu en parler pendant tout le podcast, nos différences, les différents moments où on a été sensibilisés au féminisme, comment on l'a vécu, etc. On voulait un peu essayer de mettre en avant le fait qu'on avait quand même des points communs et que c'était pour ça qu'on se retrouvait autour de cette table aujourd'hui. C'est vrai qu'au niveau différence, ici on en a quand même beaucoup. Étant une personne non binaire, racisée et non hétérosexuelle, c'est vrai que ça fait déjà beaucoup de choses. Comme dirait ma sœur, il faut que je choisisse. Elle dit ça fait trop là, calme-toi. Malgré ça, je me reconnais quand même dans tout ce que vous avez pu dire jusque-là. Et en même temps, ça fait plaisir parce que on lutte pour ça et c'est tout à fait normal, même si j'espère un jour ce ne sera plus nécessaire. Oui. Donc c'est pas nos différences en fait qui vont nous diviser, même si pour certaines personnes c'est une raison valable pour être divisé. Je trouve plutôt que ça nous rassemble en fait, parce que même au sein d'une même communauté, on peut se rendre compte qu'on a quand même pas mal de différences avec des personnes qui nous ressemblent, que ce soit dans la communauté racisée, la communauté noire, etc. Il y a des personnes avec qui je peux très bien m'entendre et qui sont extrêmement différents de moi. On va pas vivre la société de la même manière, et même un exemple, dans la communauté noire il y a quelque chose qu'on m'a déjà dit il y a longtemps et qui m'avait beaucoup heurté. Il y a l'expression, je ne sais pas si vous connaissez, de bounty.
Oui, putain. Oui. C'est quelque chose qui m'a beaucoup heurté parce que de la manière dont je parle, dont je m'exprime, la manière que j'ai de m'affirmer dans le monde, ça en dérange certains. Et au sein même d'une communauté de femmes noires, il y a certaines qui me traitaient tout simplement de Bounty. Juste Maë, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs qu'est-ce que c'est cette expression Bounty? Oui, du coup effectivement j'ai pas expliqué. Du coup je suis noire et le fait d'être Bounty c'est comme dire tu es noire à l'extérieur, blanche à l'intérieur. Et mais d'une manière très très péjorative en fait. Non mais surtout ça veut rien dire. Et surtout que ça veut absolument rien dire. Mais quand quelqu'un te dit ça, tu sais que c'est déjà quelque chose de très péjoratif. Oui, donc peu importe le sens. Voilà. Donc je le prends pas comme une insulte par rapport au sens même, mais c'est le fait de l'utiliser qui est un souci. Donc même ma propre sœur utilise cette expression pour me qualifier. Donc c'est pour vous dire. Oui. Parce que voilà, on a certaines divergences sur certains points. Pourtant elle me soutient sur d'autres. Voilà, on a des disparités sur certains points. Donc sur ce point-là où si on ne correspond pas totalement en fait aux caractéristiques d'une communauté précise, on en est exclu. Et en fait, on se retrouve un peu tout seul au final parce que quand t'es racisé, que dans ta propre communauté, on te dit que tu ne l'es pas assez au final, que en tant que dans la lutte féministe, pareil, comme je suis non-binaire, on va me dire que je suis pas assez femme pour m'imposer dans cette lutte-là. Pareil en fonction de notre âge, etc. J'ai à peine 20 ans, même autour de ça, on est tous jeunes, on est des étudiants, des étudiantes. On va être qualifié de trop jeune pour parler en fait des choses de la vie, on va dire ça comme ça. Qu'on n'a pas vécu assez de choses, qu'on n'a pas vu du monde, mais il n'y a pas besoin d'avoir 80 ans pour se rendre compte qu'il y a un problème maintenant, ici, tout de suite. Ah oui, mais... Plus tu vieillis, plus c'est dur de voir qu'il y a un problème, je trouve. Plus t'es ancré dans tes positions. Je trouve ça débile de dire ah oui, non mais t'as un certain âge, donc tu es plus sage. Je comprends pas l'idée, parce que pour moi, sagesse, c'est quand tu comprends, t'essayes d'être le plus compatissant possible avec chaque expérience de chaque personne et être juste un peu plus humain, alors que être sage, c'est pas ah oui, non mais moi je sais ci, je sais ça, je sais ci. Ouais, parce que tu fais comme ça. Tu peux très bien avoir 80 ans et avoir passé ta vie dans ton petit village et t'as rien vu du monde et tu connais. Oui, t'as rien vu du monde, du coup t'as rien vu des gens en fait. Il suffit d'avoir regardé L'amour est dans le pré. Donc, et pour vous, du coup, quel est votre rapport aux différences quel est votre rapport aux différences au sein de la communauté féministe? Moi, ce que tu as dit sur le fait qu'on, finalement, quasiment tout ce qu'on disait, tu te sentais concerné aussi. Je suis d'accord. Je trouve que finalement, on a des expériences qui sont plutôt universelles, entre guillemets, en tout cas aux personnes, aux femmes ou qui sont nées assignées femmes. Et je trouve que c'est important d'en parler, même par exemple à juste l'échelle genre de la vie étudiante. Où, par exemple, moi j'ai plusieurs expériences cette année, rien que cette année, de profs qui à la rentrée vont me dire, parce que je suis dans une filière où il y a beaucoup de filles, et du coup à la rentrée le prof il a dit un truc en mode ah il y a beaucoup de filles machin, mais c'est bien, vous avez pas les mêmes robes, vous allez pas vous crêper le chignon, tu vois. Le mec pose les bases. J1. Super. Rien que hier, j'ai utilisé dans mon exposé le mot autrice. Je savais très bien qu'ils voulaient pas. Genre, les gens de l'année dernière nous ont carrément dit ouais, le faites pas, machin. J'ai dit vas-y, je le mets dans mon oral, tant pis pour lui. Et il en a fait un truc pendant 5 minutes. Il était là à dire que c'était genre dénaturer la langue française, etc. Oui, d'accord, comme Blanquer. Que ce mot n'existait pas à l'origine, alors que ce mot existait à l'origine et que juste l'Académie française a pété un câble et a viré tous les métiers féminins. Enfin, bref, pareil pour le monde pro, où j'ai eu plusieurs expériences comme ça, où on était allé rencontrer des professionnels d'un certain milieu. Et le mec avait dit, il m'avait dit de sourire, parce que ça revient très souvent, parce que je souris pas beaucoup. Il m'avait dit de sourire, du coup j'ai fait un sourire un peu en mode un peu provocateur, on va dire. Il m'a dit oui, mais ça suffit pas, en mode t'es blonde, du coup faut que tu montres qu'il y a quelque chose derrière, tu vois. Un truc comme ça, ou pareil avec mon maître de stage cet été, où le mec avait 60 ans et il m'a à moitié dragué pendant 2 mois. Enfin, voilà, des trucs comme ça où je me dis que ça peut être cool d'en parler, parce que ce genre d'expérience en général on le garde pour soi. Et on se culpabilise toute seule et tout, alors que pouvoir en parler comme ça, bref, voilà, je trouve ça chouette. Et bon, c'est moins chouette, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui relate, quoi. Voilà. Je pense aussi.
C'est pour ça que dans les prochains épisodes qui pourront arriver après cet épisode-là sur le féminisme en général, on aimerait bien avoir quelques invités si possible, aussi parler de sujets plus spécifiques, donc de cibler un peu plus sur une minorité, sur une catégorie de personnes pour justement avoir plus d'exemples, plus de s'immiscer un petit peu plus dans le quotidien d'une personne peut-être qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas du tout comment finalement... parce que là, autour de cette table, on n'en a pas d'exemple, mais par exemple d'une femme musulmane voilée, comment se passe pour elle son féminisme. Ouais. Donc, en tant qu'étudiante, ça serait grave intéressant. Vraiment. Donc voilà, donc je me suis dit ça ferait pas mal de faire ça. Maëlys, tu veux ajouter quelque chose ? Je vais répondre à la question. Moi, déjà, je suis archi contente de faire ce podcast parce que juste pouvoir être réunis toutes ensemble et pouvoir parler de nos expériences, c'est vraiment, ça montre à quel point on avance déjà dans notre lutte féministe, et qu'on est assez à l'aise pour partager notre expérience, pouvoir écouter l'expérience des autres et juste pouvoir dire oui, je t'entends, je t'écoute et on va faire cette lutte ensemble. Et c'est vraiment juste inspirant. Voilà. Franchement, c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, je trouve que c'est vraiment un signe que ça avance, en fait, que la lutte avance, le fait qu'on puisse en parler. Et en fait, en parler, c'est vraiment c'est donner une voix aux autres. Et enfin, ils l'ont déjà, mais les faire entendre, c'est super important. Et moi, ça me fait super plaisir de pouvoir être ici et faire entendre ma voix. Et de la partager avec d'autres personnes et d'apprendre aussi sur les autres et en fait ça me permet aussi d'apprendre encore plus sur ce qu'est le féminisme et d'ouvrir un peu plus ma définition du féminisme et mon avis sur ça, quoi. Du coup, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, Pauline, au niveau de la voix, j'aimerais bien vous parler de 2 chanteuses que j'aime beaucoup. Donc, il y a Iseult, une chanteuse noire qui a une voix absolument magnifique, et Lou Sen de Yakuza, pareil, une chanteuse noire aussi que j'ai connue, je crois, cette année ou l'année dernière, qui a un style assez particulier, mais en même temps... qui se situe un peu entre la pop, le rap, on ne sait pas trop, mais voilà, qui marche beaucoup d'ailleurs en Italie, on ne sait pas pourquoi, même elle ne sait pas pourquoi. Anecdote qu'elle a racontée dans une de ses interviews, qu'elle marchait beaucoup en Italie. Ses chansons sont en français, hein, donc il n'y a vraiment aucun sens. Juste, je sais pas, il n'y a pas son, en anglais aussi? Oui, elle en a un petit peu en anglais aussi. Ouais. Okay. Mais la chanson dont elle parlait, elle était en français. Voilà. Donc si vous avez peut-être des personnes justement qui vous inspirent un peu comme ça, donc des femmes ou même des hommes, je sais pas, des personnes non binaires qui vous inspirent un petit peu et qui vous ont un peu conforté dans votre lutte féministe ou qui ont acté pour cette cause-là. Moi, je parlerais de Phoebe Waller-Bridge. À l'origine, c'est une femme britannique déjà, qui cumule les rôles de scénariste, metteuse en scène, réalisatrice, dialoguiste, etc. Qui, du coup, à l'origine, elle exerçait dans le théâtre et elle est passée au cinéma avec sa série Fleabag. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est assez connu. Et elle a aussi réalisé et écrit Killing Eve. Et elle a aussi participé au scénario de James Bond. Et donc, cette femme a genre une dizaine de récompenses depuis qu'elle a commencé. Elle a commencé il y a moins de 10 ans. En tout cas à percer et tout, et elle est vraiment incroyable. Pour ma part, indécise que je suis, je n'ai pas pu choisir une seule personne. Du coup, j'ai décidé de choisir le film de la réalisatrice américaine Emerald Fennell qui s'appelle Promising Young Woman, et en français Jeune femme promettante. Et c'est vraiment un film super intéressant qui aborde le sujet de la culture du viol, surtout aux États-Unis, comment le système judiciaire protège les jeunes garçons promettants qui ont de l'avenir et qui ont commis des viols, des agressions sexuelles. Et ce qui m'a vraiment marqué dans ce film, c'est surtout comment il a été
réalisé dans le sens où, par exemple, l'étalonnage, si vous savez pas ce que c'est l'étalonnage, c'est l'esthétique du film, un peu les couleurs, on pourrait dire, enfin, j'essaie vraiment de résumer, mais la couleur, l'esthétique que va avoir le film, elle est très girly, très, on pourrait dire féminine, les couleurs roses, pastel, et ça contraste complètement avec le scénario et avec vraiment les sujets abordés qui sont vraiment, on va dire, tabous et qui instaure un certain mal-être quand on regarde le film. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant de comparer les deux. Et voilà. Du coup, moi, j'ai regardé un documentaire qui s'appelle Woman, qui a été fait par Anastasia Mikova. Et en fait, il est passé à la télé le jour des droits de la femme. Et en fait, c'est un documentaire tout simple. C'est 2000 femmes qui viennent de 50 pays différents. Et en fait, elles sont rassemblées, elles sont assises. Donc, on voit que leur visage sur un fond noir. Et en fait, elles parlent de leur vie en tant que femmes. Elles parlent aussi... du coup, vu qu'elles viennent de 50 pays différents, il y a beaucoup de cultures différentes. Et en fait, elles parlent de leur vie, de leur métier, si elles en ont un, de leur vie familiale, de leur carrière, de leur vie sexuelle... de plein de sujets différents mais qui sont super importants et en fait c'est vraiment un documentaire que j'ai trouvé super émouvant et super enrichissant parce qu'il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de trucs et beaucoup de trucs auxquels j'aurais pas vraiment pensé parce que moi-même je suis pas forcément visée par certaines choses parce que voilà, j'ai pas la même culture que certaines femmes, j'ai pas la même couleur de peau, j'ai pas, voilà, etc. Et du coup c'est un documentaire que je recommande vraiment. Si vous voulez, il est sur Amazon Prime, vous pouvez le louer. Et voilà, donc c'est vraiment un documentaire que je recommande. C'était très émouvant et très intéressant. Alors pour la fin de ce podcast, j'espère que ce podcast vous a plu. Oui. Et que vous serez au rendez-vous pour les prochains épisodes qui sortiront au fur et à mesure de cette année. Passez une bonne soirée, une bonne journée, un bon goûter, tout ce que vous voulez. Et toute l'équipe vous fait de gros bisous. Merci. Bisous.